Bienvenue dans la fin de la télévision. 22 septembre 2004, c'est la date à laquelle commence Lost. C'est la date de la diffusion du premier épisode sur la chaîne ABC et c'est la date à laquelle commence le récit de la série. From J.J. Abrams. Dans le récit de la série, un avion, en partance de Sydney et en direction de Los Angeles, s'écrase par accident sur une île. They survived the worst. Les naufragés ne peuvent ni s'enfuir, ni communiquer avec l'extérieur. Ils ne savent ni où ils sont, ni la nature de l'île sur laquelle ils se sont écrasés. Pire, lorsqu'ils arpentent celle-ci, les boussoles s'affolent. « Où sommes-nous » demande un des rescapés, Charlie, l'ex-pop star anglaise, à la fin du premier épisode. Where are we? Charlie, le personnage avec tatoué sur son bras une phrase de Strawberry Fields Forever, la chanson des Beatles. « Living is easy with eyes closed ». La vie est facile, les yeux fermés. Oui, où sont-ils ? Et lors de la diffusion du premier épisode, où sommes-nous ? Où suis-je ? En septembre 2004, j'ai 28 ans. Les 6 années qui vont suivre, du premier au 121e et dernier épisode, diffusé le 23 mai 2010, je vais voir la série avec les yeux des rescapés. Car je suis, comme eux, perdu. On regarde Lost parce qu'on pense qu'on est perdu. Et on regarde des personnages qui sont aussi perdus que nous. Pas seulement sur une île, mais dans leur vie. Et si on regarde Lost sans penser initialement qu'on est perdu, c'est pas grave, on ne tarde pas à le devenir. Lost a généralisé le sentiment de la perte. Lost a donné à la perte ses lettres de noblesse. Je m'appelle Paco Mtielman, je ne suis pas critique de cinéma, je suis exégète. Bienvenue dans la fin de la télévision, épisode 2, le sens de Lost. Épisode garanti 100% sans spoilers. Enfin presque. Twin Peaks est la série télévisée la plus riche en mystères. Elle est la plus merveilleuse. Mais Lost est la plus émouvante dans son rapport au mystère. Elle est la plus poignante. Ce qui peut nous induire en erreur, c'est que Lost a été initialement vendu comme une série à mystère. Ce n'est pas vraiment une série à mystère, et c'est à peine une série à résolution. Ce qui est beau dans Lost, ce ne sont pas ces mystères, c'est la façon dont leur résolution n'empêche pas l'émotion. We have to go back! Une émotion supplémentaire à leur résolution, qui fait que leur résolution ne soit pas nécessairement une déception, mais puisse aussi devenir une force. J'ai dit pas nécessairement, mais il faut dès maintenant l'admettre, Lost est la série qui a le plus divisé ses spectateurs. À la fin de la série, au bout de 6 saisons et de 121 épisodes, plus de la moitié de ses spectateurs ont été déçus. Ils l'ont détesté. Ils attendaient autre chose. Mais ceux qui l'ont aimé pour toujours. Ceux qui l'ont aimé l'aiment depuis 15 ans et l'aimeront toute leur vie. Ils l'aimeront comme quelque chose qui fait partie de leur vie. La différence entre Lost et Twin Peaks est presque celle qui existe entre le mouvement surréaliste et le grand jeu. Le grand jeu, le groupe poétique révolutionnaire moins connu, mais plus métaphysique, apparu quelques années après, en 1927, avec Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal. Twin Peaks est du côté du surréalisme et du côté d'Artaud. C'est la série surréaliste au sens le plus profond, au sens du merveilleux. Lost est du côté du grand jeu. Welcome. I'm Dr. Marvin Candle. Une fois que mystère et résolution sont derrière nous, ce qui reste, c'est l'émotion que provoque en nous le fait que, comme ces personnages,
nous ne serons jamais totalement à l'aise avec rien. La vie reste la chose la moins évidente qui soit. Et nous devrons sans cesse rafraîchir, par des exercices d'éveil qui peuvent passer par des fictions télévisuelles, notre regard sur elles. Ce que je vais faire ici, ce n'est pas à proprement parler une exégèse de Lost. J'ai envie de parler de Lost à des gens qui ont vu Lost, mais j'ai également envie de parler de Lost à des gens qui ne l'ont pas vu. Je vais donc extrêmement peu entrer dans le détail de la série. Je vais tourner autour de celle-ci, je vais parler de ce dont elle parle, et exceptionnellement, je ne spoilerai pas. Je m'aventurerai un peu dans les premiers grands arcs de la première saison, la relation entre les flashbacks et le récit principal, le passé de quelques personnages, mais à peine. Ça ne vous empêchera pas d'être surpris en la regardant. Ça ne vous empêchera pas de vous confronter à des mystères et à leur résolution. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez à votre tour ressentir l'émotion propre à celui qui découvre Lost. Et si vous l'avez vu, ça vous donnera peut-être envie de la revoir. J'ai envie que de nouvelles personnes regardent Lost. J'ai envie que les personnes qui ont vu Lost la revoient. Qu'ils l'aient aimé ou qu'ils l'aient détesté. J'ai envie qu'on continue à regarder Lost. Je pense que nous en avons besoin. Parce que Lost s'est achevé il y a plus de 15 ans, mais comme la carte de Hawk dans Twin Peaks, elle est encore actuelle. C'est une chose vivante. D'autant plus vivante que l'île de Lost n'apparaît sur aucune carte. Elle échappe au principe même de carte. Lost a un rapport étrange à l'espace, un rapport que seuls quelques vieux contes soufis ont eu avant elle, ou le mont analogue de René Daumal. Ces histoires d'îles qui n'appartiennent pas vraiment à notre monde et dans lesquelles on accoste alors qu'on recherche le sens d'une vie qui ne cesse de nous glisser entre les doigts. Lost a un rapport étrange à l'espace, mais aussi au temps. Les 4 séries télévisées de son co-créateur Damon Lindelof, nées en 1973, toutes les 4 géniales, auront un rapport étrange au temps. Elles auront même un rapport étrange avec leur avance sur leur temps, comme le personnage de Desmond dans Lost. La 2e saison de Lost et surtout The Leftovers, la 2e série dont Damon Lindelof est le co-créateur entre 2014 et 2017, semble annoncer le Covid et le confinement. Watchmen, la 3e série dont il est le co-créateur, en 2019, parle de Black Lives Matter et du 2e mandat de Trump, avec même la dimension tech d'Elon Musk et des salopards du techno-féodalisme ou du technofascisme. And actually, my prediction is in the benign scenario of the future that the robots will actually make so many robots and AI that they will actually saturate all human needs. Meaning you won't be able to even think of something to ask the robot for at a certain point. La 4e, Mrs. Davis, en 2023, parle de demain avec une IA devenue Dieu. Hello? Hi, I'm looking for the Grail, the Holy One. Lost parle d'après-demain, mais aussi d'aujourd'hui. On y retourne comme à un centre, c'est une boussole, la boussole de tous les affolements. De quoi parle Lost ? Comme Twin Peaks, Lost parle de tout. Lost parle du tout. Et elle le fait en partant de quelque chose qui aurait pu n'être rien ou presque. Une histoire de rescapés sur une île, le récit de leur survie, quelque chose qui rappelle immanquablement la télé-réalité. Sarah Hatchuel en parle dans Lost Fiction Vitale. Je cite Sarah Hatchuel. Dès le début, Lost est inspiré de Survivor, le programme américain qui a été adapté en France sous le titre de Koh-Lanta, où les candidats, répartis en 2 tribus, doivent survivre sur une île pendant 40 jours, y subissent une série d'épreuves et votent régulièrement pour éliminer l'un des leurs. Et Lost est aussi une réponse à la télé-réalité, une réponse par la fiction à ce trop de réalité auquel nous a habitués la télévision
la culture télévisuelle et aujourd'hui la culture Internet. Dès le premier épisode, on va découvrir un ours polaire qui n'a rien à faire dans cet environnement. Un monstre qu'on ne voit pas et une transmission qui a été envoyée depuis l'île pour sauvetage, qui date de plus de 10 ans et qui n'a jamais été interceptée. That would be nice. Ils sont morts. Iteration 1-7. That voice is weird. What is that? 4-5-2. Il est dehors. Il est dehors et Brennan a pris les clés. It's repeating. Bientôt, on aura une trappe et des personnes déjà présentes sur l'île, aux intentions obscures, qui kidnappent certains rescapés et qu'on appellera les autres. You have only 3 choices. Run. Hide. Or die. Une pléthore d'autres choses. Le sujet de la série n'est pas comment survivre ou comment quitter cette île, ou qui va y arriver et qui va échouer. Le sujet est qu'est-ce que c'est que cette île ? Et aussi, qu'est-ce que c'est que notre vie ? Pourquoi nous sentons-nous si mal dans notre vie ? Et comment le fait de nous retrouver sur cette île pourrait enfin lui donner du sens ? Comme dit encore Sarah Hatchuel, Lost proclame et intègre à l'histoire sa capacité à nous mener à la connaissance de nous-mêmes et d'autrui. Lost ne montre pas simplement des situations qui pourraient s'apparenter à des moments de notre vie, mais exprime ce qu'est la vie même. La série travaille les questions qui ont toujours taraudé l'humanité. D'où venons-nous ? Et que faisons-nous ici ? Et de ce qu'on sait des conditions d'écriture de la série, c'est dès la première conversation entre celui qui devait initialement diriger la série, J.J. Abrams, et celui qui allait la diriger, Damon Lindelof, que les éléments clés qui allaient la construire furent installés. J.J. Abrams aurait dit à Damon Lindelof « Je voudrais qu'il y ait un monstre sur l'île, je voudrais qu'il y ait une trappe sur l'île, je voudrais qu'il y ait déjà des gens sur l'île. » Damon Lindelof aurait dit à J.J. Abrams « Il nous faut des récits en flashback sur les personnages pour qu'il n'y ait pas de lassitude au fait d'être sur l'île, qu'on soit content d'y retourner. Il nous faut ces récits racontés de façon réaliste pour contraster avec la dimension épique et fantastique du récit principal. Et il faut un moment que les personnages quittent l'île et décident d'y retourner pour que l'île soit clairement le sujet, pour qu'on soit obsédé par l'île, pas par le fait de la quitter. » Et je pense que cela voulait aussi dire pour qu'on puisse revoir la série. Ce que Damon Lindelof dira ailleurs, c'est que son inspiration principale était Twin Peaks et que c'était une série qu'il regardait avec son père. Ils enregistraient l'épisode et une fois celui-ci regardé une première fois, ils le revoyaient immédiatement une deuxième fois parce qu'il y avait des choses qui leur avaient échappé la première fois. On retrouve cette idée énoncée la première fois que 2 des personnages de Lost, Jack et Locke, regardent un film ensemble sur l'île. C'est dans Orientation, le 3e épisode de la 2e saison. Et après visionnage, Locke dit « On va devoir regarder ça à nouveau. » And good luck. We're gonna need to watch that again. Et un peu plus tard, dans l'épisode Point d'interrogation, John. lors du visionnage d'un autre film, entre Locke et Mr. Eko, le fait que lorsque Mr. Eko le lui propose, Locke refuse de revoir le film sera un marqueur, celui de sa perte de foi momentanée dans les fictions de l'île. Would you like to watch that again? Chut. J'avais dit que je spoilerais pas. Damon Lindelof écrit des séries qu'on doit revoir une 2e fois. Des séries qui ne disent pas la même chose la première et la 2e fois qu'on les voit, et encore moins la 100e ou la 1001e. Damon Lindelof co-crée des séries, Lost, The Leftovers, Watchmen, Mrs. Davis, qui disent des choses différentes chaque fois qu'on les voit et selon la façon dont on les voit. Des choses différentes depuis la position à partir de laquelle on les voit. J'avais dit que je spoilerais pas, je dirais quand même ceci. Une des tensions principales de la série et qui la rend si forte sera le contraste entre les requêtes d'un chef initial absent et les obsessions ou la personnalité d'un chef bien présent, mais par défaut, et se comportant de façon incompréhensible tant qu'on ne connaît pas son passé et la façon dont s'est construite sa personnalité, en particulier ses relations avec son milieu social et avec son père. Le récit de Lost est celui de l'émergence d'un chef par défaut avec des problèmes de père.
me faire comprendre, je vais revenir en mars 2007. J.J. Abrams donne alors une conférence de 20 minutes dans le cadre de TED. Abrams galvanise le public en parlant de son grand-père maternel, Harry Kelvin, et sa société en électronique. Il le décrit comme un bricoleur et un savant fou, déconstruisant les mécanismes des radios, des téléphones, parlant à son petit-fils des techniques de sérigraphie et de reliure, et s'amusant de sa crédulité face au spectacle de magie. Il enchaîne avec leur visite régulière dans un magasin de farce et attrape new-yorkais, situé à l'étage d'un petit immeuble de centre-ville. Une des choses que j'ai achetées dans ce magasin, c'est cette boîte, Mystery Magic Box. Tannen's Mystery Magic Box. The premise behind the Mystery Magic Box was the following. $15 buys you $50 worth of magic. Explique Abrams. Je l'ai achetée il y a plusieurs décennies et je ne l'ai jamais ouverte. Je ne l'ai pas ouverte parce qu'elle représente quelque chose d'important pour moi. Elle représente l'infini des possibilités. Elle représente l'espoir. Elle représente les potentialités. Quoi que je fasse dans ce que je fais, je suis toujours attiré par les possibilités infinies. Je suis toujours attiré par les potentialités. Si je commence à penser à Lost, je me dis, mon Dieu, les boîtes mystérieuses sont partout dans ce que je fais. Lors de la création de Lost, Damon Lindelof et moi, nous avons dû tout faire dans un laps de temps très court. 11 semaines et demie pour l'écrire, choisir les acteurs, former l'équipe, réaliser un épisode pilote d'1 heure et demie. Il n'y avait pas beaucoup de temps, mais il y avait ce sens des possibilités. La série Lost, Abrams va l'abandonner dès l'achèvement du premier épisode. Trop occupé alors à tourner Mission Impossible 3. Okay, obviously I have an obsession with big, crazy explosions. On peut dire que dès le 2e épisode, Lost ne lui appartient plus. Il l'a laissé entre les mains d'un génie, Damon Lindelof, mais alors jeune et inexpérimenté, et qui vient tout juste de perdre son père. Et le jeune Damon Lindelof va aller chercher le vieux Carlton Cuse pour l'aider à écrire et architecturer les 6 saisons de son premier chef-d'œuvre. Est-il besoin de préciser que le ressentiment contre un chef introuvable ou absent est, avec le deuil difficile d'un père, une des dynamiques narratives principales de Lost? Ajoutera-t-on que dans ses flashbacks, le personnage de John Locke souffre le martyre dans une compagnie qui fabrique des boîtes. I was a regional collection supervisor for a box company. Yeah, right. Et dans la 3e saison, et l'épisode The Man from Tallahassee, c'est un autre personnage, Ben, qui joue sur ses nerfs avec cette métaphore pour lui parler de l'île. Picture a box. You know something about boxes, don't you, John? Et si je te disais que quelque part sur cette île, il y a une très grande boîte, et quoi que tu imagines, quoi que tu veuilles y trouver, quand tu ouvres la boîte, cette chose y est. There it would be. What would you say about that, John? Eh ben non, en fait non. L'île ne contient aucune boîte magique, et elle ne se caractérise ni par l'espoir, ni par les potentialités. You're not going to start talking about the magic box again, are you? No, John. I'm going to show you what came out of it. Presque tous les mystères de la série seront résolus, même si les spectateurs inattentifs ne s'en rendront pas forcément compte et continueront à réclamer des réponses à des questions qui n'avaient plus lieu d'être. Mais ce que le spectateur attentif expérimentera, c'est plutôt l'événement qui récuse tous les fantasmes et toutes les attentes liées à cette boîte. And this is the orientation film for Station 5 of the Dharma Initiative. On ne parle plus de potentialité, on ne parle plus d'espoir, on parle de ce que les hommes sont. Des hommes brisés, perdus, bourrés de défauts, mais capables de grandeur, d'héroïsme, de désintéressement, d'innocence. Des personnages mieux écrits que dans n'importe quelle série et plongés dans des situations où ils ressortiront plus émouvants que dans n'importe quelle fiction. Lorsqu'on a vu et aimé Lost, et si on a aimé Lost, on l'a revu un grand nombre de fois, il reste peu de mystère dans ce qu'on revoit. On sait déjà tout ce qui va se passer. Mais il y a l'amour qu'on peut porter à des personnages et l'émotion de les revoir. Revoir leurs réactions aux mystères et aux résolutions. I'm not a liar, Juliet. I want to go home. Alors je ne vais pas vous spoiler la série, mais je vais vous dire 2 ou 3 choses sur les personnages principaux de celle-ci. Parce qu'ils sont inoubliables
parce qu'ils sont plus émouvants de tout ce que j'ai connu d'émouvant dans les grandes fictions. Et puis vraiment, ça ne vous gâchera pas grand-chose. Ça ne vous divulgâchera rien. La défaite a une dignité qui appartient rarement à la victoire. La victoire n'entraîne que l'orgueil et l'adoption d'une mythologie de soi-même. La défaite révèle le vrai visage des êtres. Et puis l'échec est le lot de la majorité, tandis qu'une minorité peut seule se vanter de s'être véritablement accomplie pendant sa vie. En ouverture de La Chienne, Jean Renoir disait de ses personnages qu'ils ne sont ni des héros, ni le contraire, mais des pauvres hommes comme vous, comme moi. Les héros de Lost sont comme vous, comme moi, quelle que soit leur classe sociale ou leur culture d'origine, des ratés. Look, I've been preparing for this for years. Just put me on the bus right now. I can do this. No, you can't. Plus exactement, ils ont, de leur propre point de vue, d'un point de vue né de la construction de leur personnalité, raté leur vie. Hey, don't you walk away from me. You don't know who you're dealing with. Don't ever tell me what I can't do, ever. This is destiny. This is destiny. This is my destiny. I'm supposed to do this, damn it! Et c'est le contraste entre le sentiment de l'échec qui les obsède et leur grandeur réelle, mais qu'ils ne voient pas, qui fait la beauté de leur récit. Jack, pour commencer. Jack Shephard, celui qui s'apparente le plus à un héros classique de fiction américaine. Jack, c'est le bon docteur qui sauve le maximum de passagers dès les premières minutes du récit au milieu de l'avion en flammes. Big deep breath. Big breath. Jack a plutôt réussi sa vie si on confond celle-ci avec sa carrière professionnelle. C'est un grand chirurgien, mais il multiplie les névroses, sans cesse bousillé par l'ombre de son père, lui aussi chirurgien, Christian. You want to tell me what happened? Jack est un héros par défaut. C'est même ce qu'il définit, héros par défaut. We have to stop waiting. We need to start figuring things out. La preuve, c'est qu'au départ, Damon Lindelof avait prévu de le tuer à la fin du premier épisode. C'est la chaîne ABC qui a exigé que celui qui était présenté comme le personnage principal dans le premier épisode soit conservé jusqu'à la fin de la série. Et c'est ce personnage principal par défaut qui va se retrouver chef par défaut des rescapés, le premier chef par défaut d'une série qui en comptera beaucoup. But if we can't live together, we're gonna die alone. Damon Lindelof est lui-même un scénariste par défaut, forcé de diriger la série après le départ d'Abrams. Okay, so they were like, we have agreed to let you end the show. And I was like, I can't believe I'm hearing these words, because not only them, but my own agents were saying this is never going to happen. And I was like, I just said to Steve McPherson, thank you. Like, thank you. This is what's best for the show. And he was like, and then he said, we were thinking like 10 seasons. Il n'y a pas d'homme providentiel dans Lost. Et vous savez quoi? Il n'y en a pas dans la réalité non plus. Quand le récit commence, Jack est divorcé, sans enfant, et son père vient de mourir. Jack est obsédé par l'idée de réparer les êtres, mais il les répare comme un mécanicien répare une machine. Oh, you gotta be kidding me. Okay? Hey! What's your name? Jack! Rationaliste, il ne se rend pas compte que sa vie est tissée de coïncidences, hasard objectif ou synchronicité. Un imaginaire lié à Lewis Carroll traverse la totalité de son récit. Jack poursuit le fantôme de son père sur l'île, comme Alice poursuit le lapin blanc. Les références à Alice se succéderont dans les épisodes de Jack, que ce soit au niveau d'un titre comme Through the Looking Glass ou dans les apparitions des livres de Lewis Carroll dans sa vie. Les livres de Lewis Carroll représentent la tendance que Jack a refoulée pour pouvoir s'inscrire dans la vie active, mais qui n'a pourtant cessé d'informer cette dernière, comparable à une lente traversée du miroir. It's a leap of faith, Jack. Hypersensible, Jack éprouve la dimension métaphysique de son récit de vie dans son propre corps et il pâtit toujours de ce qu'il refuse de reconnaître. Jack a besoin de plus, il ne veut pas l'admettre, il cherche davantage.
Kate Austin ensuite. Kate a été sexuellement agressée par son père, elle a été délaissée par sa mère qui a pris le parti de ce dernier. I'm so sorry for that I have put you through. Elle a tué son père et a plongé ensuite dans l'illégalité. Quoi qu'elle fasse, elle se sent obligée de fuir. What's going on? Le seul repère familial positif de Kate est son père adoptif, un soldat mélancolique. Hi, Dad. Et elle est le personnage qui vit avec le plus de violence le conflit des ascendances biologiques et symboliques sans cesse représentés dans Lost. Plus proche de la mentalité de son père adoptif que de son père biologique, les actions de Kate la renvoient toujours à ce dernier, comme à ce destin auquel soi-disant elle ne pourrait pas échapper. I didn't tell you because I knew you'd kill him. And your mother loved him. Ce conflit intérieur s'incarne notamment dans les deux hommes dont elle est simultanément amoureuse et entre lesquels elle est totalement incapable de choisir, Jack, le bon docteur, et James Ford, dit Sawyer, l'arnaqueur. Sawyer, séducteur à l'humour ravageur, est également un individualiste forcené, luttant de toutes ses forces contre sa propre sensibilité, son côté incroyablement fleur bleue. Well, what about me? You'll be fine. Maybe. I'm just gonna get my back. Homme d'une rare intelligence, autodidacte, s'étant construit par ses propres lectures, à la mesure d'un livre par soir, il est devenu un arnaqueur professionnel, à l'instar de l'autre Sawyer, l'homme responsable de la mort de ses parents. Et alors qu'il peut se montrer capable d'héroïsme ou de désintéressement, il a accumulé dans son passé les épisodes sordides d'une existence consacrée à parasiter celle des autres. Show me what you do. What you really do. And what do I do? Show me how to con people, Sawyer. Je n'ai jamais fait une seule bonne chose de ma vie, dira Sawyer à Charlie. Il y a aussi Saïd Jarrah. Un soldat irakien loyal, dévoré par la mauvaise conscience, transformé en tortionnaire à l'âge de 16 ans par l'intercession d'un GI lors de la première guerre du Golfe, par amour pour une amie d'enfance en exil. Nadia. And your mother would tell my mother. Nadia, il sera prêt aux pires compromissions, allant jusqu'à travailler avec les services secrets américains pour défaire une cellule terroriste, manipuler un ancien ami à lui et le convaincre de se faire kamikaze. What happens to his body? He was a terrorist, so he's not exactly getting a state funeral. Comme Jack, Kate ou Sawyer, Saïd n'est pas l'homme qu'il voudrait être. À la différence des trois précédents, ce n'est pas tant pour des raisons liées au cadre familial ou intime que par des circonstances géopolitiques. À chaque humiliation qu'il subit, la volonté de Saïd de ne pas succomber au ressentiment plie devant une force plus grande encore que la sienne, lui prétextant qu'un bien supérieur nécessite qu'il assume le rôle du tueur, du tortionnaire ou du traître. I insist, Mr. Everly. Il y a aussi Jin et Sun Kwon, deux Coréens vivant un pur amour, mais que les malheurs de la vie ont fait basculer dans l'adultère et le mensonge. Le père mafieux de l'une est devenu le patron abusif de l'autre. 내 딸을 위해 자네가 뭐 할 수 있지? 뭐든지 하겠습니다. 내가 시키는 어떤 일도? 네. Et Sun, fille d'un grand industriel crapuleux, en devient aussi malheureuse que Jin, fils de pêcheur. 죄송해요, 아버지. 아버지가 부끄러웠어요. C'est le seul couple initialement inscrit au cœur du récit de Lost. Encore est-ce un couple partiellement détruit, la marque du père de Sun s'étant imprimée dans les moindres recoins de leur histoire. 그러게 난 너무 늦었어. Il y a Hugo Reyes, dit Hurley, l'homme le plus gentil du monde. I'm not so good around blood. Just do the best you can, okay? Mais Hurley est incapable d'avoir pour lui-même la compréhension qu'il a pour les autres. Généreux, attentionné.
Oh, what? What's going on? The strips. Just hand me the strips. Give it to me. Hey, don't even think about it, Hurley. Don't even think... Hurley, hey! Damn it! Hurley, ravagé par la mauvaise conscience et d'abord par celle de son poids. Noyant tous ses chagrins dans des doses considérables de junk food. Hi there, Hurley. Jane, you're here. I sure am. Son obésité a causé la destruction d'un pont, entraînant la mort de 2 des 23 personnes présentes. You know what tastes even better than freedom? Cheeseburgers. À partir de cet instant, temporairement abrité dans un asile psychiatrique de la côte ouest, Hurley s'est habitué à représenter ses penchants destructeurs sous la forme d'un ami imaginaire, Dave. What, are you kidding me? You're not real. You're trying to get me to run away and get cheeseburgers because I want cheeseburgers. Hurley est le premier personnage à avoir été confronté aux nombres. 4, 8, 15, 16, 23, 42, qui ne cesseront de revenir sous de multiples formes, fonctionnant comme l'équation qui structure le récit des personnages, le chiffre de leur histoire, un symbole de l'écriture secrète du monde. Enfin, il y a John Locke. À la nature mystique et même chamanique, mais incroyablement naïf. Locke a été trompé 1000 fois depuis sa plus tendre enfance, abandonné par ses parents, trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Il retrouvera son père, un arnaqueur nommé Anthony Cooper, passera du temps avec lui, lui fera donation de son rein, mais c'est pour en être abandonné à nouveau. You can still change your mind. Nah, they already shaved my back. Sa colère vis-à-vis du caractère pathétique de sa vie, son désir d'être aimé par une instance paternelle, briseront son couple et l'entraîneront dans une pente misérable. You're gonna have to choose. Him or me. No, it's not that simple. Yes, it is. Bien décidé à empêcher son père d'abuser de la confiance d'autres gens, il n'obtiendra en retour qu'une tentative d'assassinat de la part de ce dernier et verra sa vie réduite à une simple survivance morne, clouée sur une chaise roulante. What's her number? Locke est le premier personnage à reconnaître le caractère surnaturel de l'île, qui lui rend la possibilité de marcher au moment où il se réveille du crash de l'avion. Son nom, John, Jean, renvoie aux disciples que Jésus aimait, et il est celui que l'île aime et qu'il aime en retour. À travers le personnage de Locke, Lost va mettre à l'épreuve son spectateur, parce qu'il ne faut pas interpréter trop rapidement les oracles. Les signes ne sont pas tous des signes de la divinité ou de la volonté divine. You do it, Jack. What? You have to do it. You do it yourself, John. Ils peuvent même en être l'exact opposé. Ils peuvent être les signes d'un esprit trompeur et malveillant. Nous avons raison d'interpréter sans cesse Lost, de tout interpréter dans Lost, d'interpréter sans cesse la vie, de tout interpréter dans nos vies, mais nous devons savoir interpréter. Jack, why did you come back? Why do you find it so hard to believe? Why do you find it so easy? It's never been easy! Croire que la vie ressemblera à ce que nous attendons d'elle. I don't want to. It's a leap of faith, Jack. Les personnages de Lost sont exceptionnellement sensibles, compréhensifs, intelligents et courageux. Mais ils ont été systématiquement mal orientés et condamnés à la solitude. Cette solitude à quoi semblent aboutir toutes les tentatives d'unification du globe conçues par l'Occident. Cette solitude terrible qu'on retrouve dans les grandes mégapoles, de Paris à New York, en passant par Los Angeles, Londres ou Séoul. Il y a même un ministère de la solitude au Japon, on s'y intéresse. Là. Ouais, la solitude, l'isolement, ce sont des enjeux de santé publique de plus en plus discutés partout à travers le monde. On sait que ce sont des problèmes qui s'en viennent dans nos sociétés,
Mais il y a un pays dans le monde qui a un peu tristement de l'avance en ce qui a trait au problème de solitude, et c'est le Japon. Ce que raconte également Lost, c'est que le mythe occidental de la réussite individuelle a fini par gagner la totalité du globe. Cette victoire a entraîné l'humanité dans un monde de morts. Les accords Sykes-Picot, signés en 1916 entre la France et l'Angleterre pour le partage du Moyen-Orient, sont devenus caducs. Les territoires dévolus à la France ont été occupés par le général Allende lors de son offensive vers Bagdad en 1918. De son côté, le colonel Lawrence, ennemi juré des Français, entretient une sourde agitation chez les Bédouins de Faisal, à qui il a promis un royaume. Dans ce que le penseur et mystique iranien Sohravardi avait défini naguère comme l'exil occidental, c'est-à-dire l'amnésie, l'oubli de sa véritable nature et l'enlisement dans le monde de la matière ténébreuse, entraînant méfiance, corruption, amertume, haine de soi-même et des autres. Synonyme de crépuscule, c'est une vision de l'Occident qui, partant des 100 rois et des soufis, sera rappelée et assumée par les poètes modernes. Je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident, écrit Rimbaud dans Une saison en enfer. Les marais occidentaux. Il n'y a pas de révolution sans une révolution contre la culture de l'Europe, contre toutes les formes de l'esprit blanc, écrit également Antonin Artaud. Et je ne sépare pas l'esprit blanc des formes de la civilisation blanche. Enfin, Roger Gilbert-Lecomte dans Le Grand Jeu, tout ce qui est d'Occident et de la mort, d'Ouest décédé, de couchant trépassé. Locke, Jack, Kate, Saïd, Sawyer, Hurley, Jean, Sun et tous les autres ont tous été également incapables de donner autre chose que le pire d'eux-mêmes dans leur vie passée. Ils étaient voués à échouer jusqu'à ce que l'île les extrait de notre monde et les réoriente vers des situations qui donnent du sens à leur vie. Des situations où penser, agir et être ne font plus qu'un. Les personnages de Lost étaient seuls dans leur misère, mais ils seront ensemble dans leur grandeur. It's been 6 days. We're all still waiting. Waiting for someone to come. But what if they don't? C'est le grand discours politique, quasi communiste, prononcé par Jack dès le 5e épisode, White Rabbit, et qui en fait de facto le chef par défaut des rescapés. We have to stop waiting. We need to start figuring things out. Je cite Jack. Chacun pour soi ne marchera pas. We can't do this. Every man for himself is not going to work. La semaine dernière, nous ne nous connaissions pas, mais nous sommes ici ensemble maintenant. But we're all here now. And God knows how long we're going to be here. Si on ne peut pas vivre ensemble, we're going to die alone. À partir de ce constat, la narration de Lost va se diviser en 2 trames parallèles d'égale consistance. D'un côté, nous arpentons le récit choral dans le présent de l'île. Épique et mystérieux, il se caractérise entre autres par les apparitions irrégulières d'un monstre de fumée noire, par d'inquiétants murmures, par la découverte d'un bateau à esclaves échoué au milieu de la jungle, les stations d'une société parascientifique des années 70, enfin par les interventions inquiétantes d'une société qui kidnappe les rescapés. Dans ce récit pourtant déjà bien étrange, ce qui est le plus étrange, c'est le comportement des personnages qui agissent régulièrement de façon totalement incompréhensible pour les autres. Et de l'autre côté, nous dévalons les flashbacks, chaque fois consacrés à un des personnages qui explicite son comportement actuel et nous présente les éléments les plus traumatisants de son existence, que celui-ci répète sur l'île comme dans un psychodrame initiatique. Hey, don't you walk away from me. You don't know who you're dealing with. Don't ever tell me what I can't do, ever. This is destiny. This is destiny. This is my destiny. La première idée à apparaître au spectateur est alors la suivante. Tout homme est pour nous un parfait étranger tant que l'on ne comprend pas ses motivations, tant que l'on ne comprend ni le monde que celui-ci a constitué depuis son enfance, ni la place qu'il tient dans celui-ci. Le rôle des flashbacks est de nous faire vivre l'expérience des personnages de l'intérieur, de nous introduire dans la tête de chacun.
Face au récit pathétique de sa vie, nous passons d'un rapport d'agacement vers le personnage à une dimension compréhensive, une dimension voyante. Nous apprenons à neutraliser nos affects, à cesser de faire corps avec notre partialité initiale de spectateur. La série officie donc comme un inlassable variateur de perspectives. Don't, John. Et son objectif semble être d'embrasser l'humanité dans toutes ses aspérités pour comprendre à quel point celle-ci n'est pas libre. Une des raisons pour lesquelles les personnages de Lost sont si conditionnés, déterminés et désorientés, c'est l'incapacité chronique de leur père à leur transmettre quoi que ce soit qui puisse les guider dans leur vie. I have a son, he's about your age. He's not like me. He does what's in his heart. He's a good man. Très souvent, une séquence d'ouverture nous montre le personnage enfant, confronté à un très mauvais conseil venu de son père. Mauvais conseil qui le poursuivra tout le reste de sa vie. Le combat des fils contre les pères, ou plutôt des pères contre les fils, fera le gros de la narration en flashback. What did you do? John, tell me you didn't do it. Et les deux pères principaux, Christian Shepard et Anthony Cooper, pères respectifs de Jack et de John, incarnent les principaux obstacles que rencontrent les héros de la série, à savoir l'amertume et la prédation. On retrouve dans la série tous les énoncés jetés comme des sorts des conférences mexicaines de 1936 où Antonin Artaud affirmait que le mouvement surréaliste tout entier a été une profonde, une intérieure insurrection contre toutes les formes du père, contre la prépondérance envahissante du père dans les mœurs et dans les idées. Le sombre portrait, dressé par Artaud en 1936, correspond également à celui de We Are Only In It For The Money de Frank Zappa, un album de 1967 dans lequel celui-ci reprochait aux hommes de la génération précédente leur incapacité à transmettre autre chose que leur amertume ou leur colère à leurs enfants. Tous vos enfants sont les victimes infortunées de systèmes qui dépassent leur entendement. Une peste née de votre ignorance et de la grisaille de vos vies affreuses. Et c'est littéralement qu'il faut entendre que le spectateur s'éveille à Lost avec ses personnages. En particulier, Jack. Il s'éveille avec l'image de son œil, s'ouvrant brutalement d'un évanouissement momentané pour le découvrir ensuite au milieu d'un pan de jungle protégé par des bambous. L'ouverture des yeux, l'éveil à sa véritable nature et le leitmotiv de Lost qui va de pair avec le variateur de perspective que représente l'attribution d'un nouveau centre, incarné par un personnage différent à chaque épisode. On verra tout le long de la série les yeux des personnages s'ouvrir en plan d'ouverture ou lors des basculements du récit dans une nouvelle dimension. What if everything that happened here happened for a reason? L'œil de Lost est celui de l'île. J'ai regardé dans l'œil de l'île, dit Locke à Jack. And what I saw was beautiful. C'est que comme le grand jeu, Lost est un yoga, c'est-à-dire une doctrine de l'éveil, dont chaque éveil passe par une négation systématique de l'éveil vécu précédemment par le sujet. Si tu crois avoir achevé de t'éveiller parce que tu as établi d'avance les conditions de ton éveil perpétuel, écrit René de Mal, à ce moment de nouveau tu t'endors dans la mort spirituelle. On pourrait même dire que c'est la nécessité de relancer chaque fois un nouvel éveil qui justifie symboliquement la création de nouveaux twists narratifs. Nous aurons toujours besoin de renouvellement dans les formes prises par la fiction, de rafraîchissement de notre regard pour rendre sensible ne serait-ce que le fait d'être en vie sur la Terre. D'où l'accumulation de fausses pistes, de surprises narratives dans Lost qui ont été prises, à mon avis à tort, comme l'élément le plus important du récit, alors qu'elles sont un levier vers autre chose. Le long des 6 années de sa diffusion, les fans n'ont cessé de demander des réponses. Ils les ont exigées
comme si celles-ci conditionnaient leur relation à Lost. Ils les ont demandées comme si celles-ci leur étaient dues. Mais quand ils les recevaient, les réponses étaient parfois tellement évidentes qu'ils ne s'en rendaient même plus compte. Les fans en colère ont beaucoup exigé de Lost en échange du temps passé à en regarder les épisodes. Ils ne se sont pas demandé si Lost, en retour, pouvait exiger quelque chose d'eux en échange du temps passé à les écrire et à les réaliser. Et tout d'abord, être regardé de façon vraiment personnelle, en se mettant en jeu individuellement pour en comprendre le sens, en se remettant en question. Parce que c'est vraiment, vraiment le seul moyen. Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas, conseillait Sora Vardy. Regardez Lost comme si cette série ne parlait que de vous, littéralement. Pour l'avoir fait, je peux bien dire que Lost a changé ma vie, qu'après avoir vu Lost, je n'ai plus été le même. Lost est une fiction sur le rôle de la fiction dans notre vie. Et le caractère structurellement déceptif de toute fiction est le noyau de celle-ci. Le fait qu'une fois toutes les énigmes sont résolues et qu'on ne se retrouve alors avec rien, mais face à tout. Et que tout ne fait alors que commencer. Lost est une exploration de la demande de conclusion propre à tout spectateur regardant une fiction et une méditation sur le sens du caractère déceptif présent non seulement dans toute fiction, mais dans toute vie. Les vies de tous les personnages de Lost sont tristes comme des faits divers ou des romans réalistes du 19e siècle. Elles sont tristes à pleurer, et la vôtre l'est sans doute tout autant. Cependant, il peut y avoir quelque chose comme un regard parfait posé sur cette vie, notre vie. Et par ce regard parfait, toute vie, même la pire, peut acquérir la consistance nécessaire pour soutenir notre être. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous vivons nos vies dans un brouillard à couper au couteau, concernant notre rôle dans le destin des autres et celui des autres dans le nôtre. Dans Lost, non seulement presque chaque personnage est déjà indirectement intervenu dans la vie des autres passagers, mais son rôle a entraîné des modifications profondes, les affectant au point qu'ils se retrouveront tous, un moment ou un autre, dans l'avion qui les mènera à l'île. Ce dont parle la série a été associé à l'hypothèse de Carinthide des 6 degrés de séparation ou du petit monde de Stanley Milgram. L'idée que l'avancée de la technologie dans le domaine de la communication comme des voyages entraînerait une connectivité accrue qui générerait un rétrécissement du monde. Lost donne à cette idée une couleur métaphysique. Les liens qui unissent les personnages ne sont jamais fortuits. Ils culminent au contraire dans une saturation presque insoutenable de sens. Ils sont interprétables à l'infini, que le moindre détail empêcherait pour eux l'arrivée sur l'île, qui seule leur donnera du sens. We have to go back! Toutes les vies sont imparfaites, celles des personnages ou la nôtre, mais sachant que le moindre détail corrigé dans le sens de notre volonté, ce que nous appelons « nous » ne serait déjà plus, notre vie passée, a ceci de parfaite qu'elle est la seule vraiment pensable par et pour nous. Merci pour le grand poisson. Toute autre possibilité modifierait instantanément les coordonnées de notre existence et produirait quelque chose qui, si elle pouvait même seulement exister, ne serait plus nous. Nous n'avons qu'une seule vie passée possible dans cette vie, mais nous avons de multiples manières de la voir, et c'est la qualité de notre regard qui est la seule chose qui dépende entièrement de nous. De la modification de notre regard sur notre passé naîtra une modification se situant au niveau de l'être. La modification de notre regard, l'apparition du sens, c'est ce que produit l'île. Et c'est ce que produit Lost. Tout est en face de nous, mais nous ne savons pas voir. Lost nous dit toujours ce que nous devons savoir, mais que nous décidons de ne pas comprendre parce que nous préférons suivre une autre lecture qui tendrait à nous faire croire quelque chose que nous voudrions croire. Plus exactement, Lost nous montre simultanément ce que nous voudrions comprendre et ce que nous devrions comprendre, et nous laisse alors libres de notre choix de lecture. Tout est en face de nous, mais nous ne savons pas voir. Ce sera encore plus vrai dans la série suivante de Damon Lindelof, The Leftovers. Les explications sont en face de nous,
mais nous ne les voyons pas, et pourtant nous savons que celles-ci sont là. « You understand », dit Patty à Kevin. « You understand », écrit Evangeline à Erika. Si Lost nous apprend à voir, The Leftovers met cet apprentissage du regard en pratique. Une fois qu'on a vu Lost, on peut regarder The Leftovers et la phrase « You understand » cesse d'être incompréhensible. Nous comprenons sans qu'on nous explique ce qu'on doit comprendre. Vous comprenez. Nous sommes d'ailleurs plus proches des personnages des Leftovers que de ceux de Lost. Leur monde est plus proche du nôtre. La différence entre les personnages de Lost et ceux des Leftovers ou nous, c'est qu'ils n'ont pas, et que nous n'avons pas, une île où transfigurer notre existence et nous dépasser. Mais à la différence des personnages des Leftovers, nous avons la série Lost. Et elle officie comme île dans notre vie de spectateur. Dans l'enracinement, Simone Veil écrit « Le peuple a le monopole d'une connaissance, la plus importante de toutes peut-être, celle de la réalité du malheur. Et par là même, il sent bien plus vivement combien sont précieuses les choses qui méritent d'y être soustraites, combien chacun est obligé de les chérir, de les protéger. Le mélodrame reflète cet état de la sensibilité populaire. Pourquoi c'est une forme littéraire tellement mauvaise ? C'est une question qui vaudrait la peine d'être étudiée, mais loin que ce soit un genre faux, il est très près, en un sens, de la vérité. Lost est un mélodrame vrai, et même un mélodrame initiatique. La somme des souffrances des personnages en ce monde y devient, par la qualité du regard posé sur elles, les étapes de leur initiation mystique à une compréhension pleine et entière du monde. Toutes les trahisons vécues par Kate, Jack, Saïd, Locke, tous les événements traumatisants de leur passé nourrissent toujours invariablement le sentiment de nécessité de leur action dans le présent de l'île. À une exception. Cette exception, c'est leur vie amoureuse, qui ne s'inscrit pas, elle, dans cette initiation et reste seule, pleinement gratuite, sans but, comme une fleur qui pousse sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit. Pendant longtemps, la série parlera très peu d'amour, exceptionnellement peu. Mais à mesure qu'elle avance, la place de l'amour deviendra plus importante. Même si l'amour n'apparaît jamais que dans les interstices du récit principal. Dans la dernière saison, Charlie parlera de cet amour spectaculaire qui altère la conscience. That's not what I'm talking about. I'm talking about spectacular, consciousness-altering love. Do you know what that looks like? Les personnages de la série sont des étrangers dans ce monde. Des étrangers dans un monde étrange. C'est à partir de leur solitude que le spectateur peut s'identifier à eux. Pourtant, la série les amènera à la prise en compte de l'importance de l'amour. Mais l'amour compris d'une certaine façon. L'amour compris à la façon des 100 rois ou des soufis. On peut difficilement trouver le récit d'un soufi qui n'ait pas éprouvé les tourments de l'amour, considéré comme une épreuve et une élévation. Rumi éprouve un amour inconditionné pour Shams ed-Din, qui entraîne l'écriture de son œuvre poétique. Attar a écrit un diwan bouleversant dont est tiré le recueil Les 7 cités de l'amour. Et c'est une jeune femme, Nizam, qui occasionne une théophanie à Ibn Arabi alors qu'il est en pèlerinage à la Mecque. Ibn Arabi verra Nizam comme une manifestation terrestre de la présence divine. Ce qu'on peut dire de cet amour terrestre imprégné de lumière spirituelle, c'est qu'il se situe résolument en dehors du temps. On ne connaît aucun amour mystique qui entraîne la naissance d'un enfant. Il est indifférent au genre. Il peut apparaître dans une figure féminine, Nizam, ou masculine, Shams, sans que cela occasionne une différence de traitement. C'est alors que je pris demeure dans le monde de la beauté, écrit de son côté le mystique soufi Rusbehan, qui tomba amoureux d'une chanteuse du Turkestan. Brûlé de cette mélancolie d'amour pour la beauté divine, voici que j'émigrai au monde créaturel de l'éphémère. C'est de cet amour que procédera la toute fin du récit de Lost et lui donnera une signification supplémentaire à son sens. Il ne s'agit pas de s'installer dans l'amour, mais d'éprouver l'amour tel un souvenir de notre identité divine. L'amour comme signe que la solitude n'est pas tout, qu'il y a une fin à la solitude. Et ce qui est vrai pour les personnages est également vrai pour le spectateur,
Si le sens principal de Lost est celui de l'acquisition d'un nouveau regard, d'un regard parfait, sa signification secondaire est dans l'épreuve de l'amour comme signe de la présence divine. Et comme dans la chanson des Beatles, à la fin, l'amour que tu reçois est égal à l'amour que tu donnes. À la fin de Lost, l'amour que se portent les personnages est égal à l'amour que nous leur portons.